Bien. Commencer, recommencer, reprendre. Je vais vous faire une fiction un peu conceptuelle. Comment parler à quelqu'un qui n'est pas là, comment s'adresser à quelqu'un qui n'est pas là. Ce n'est pas simplement la situation et les circonstances sanitaires qui nous obligent à réfléchir cela. Il y a une voix qui s'élève. Foucault est assis à distance de son public sur une estrade. D'abord, il attend un silence particulier. Il sollicite une attention, une manière particulière dont l'oreille va devenir vue, dont la vue va devenir audition. Son regard est sur les papiers devant lui, halo de lumière jaune autour de lui. Il nie le commencement et pourtant il instaure un commencement. Le discours est donc sans commencement, déjà fini. Commencer, débuter, ce n'est pas le contraire de terminer, de finir, de clôturer un discours auquel il faudrait échapper. Ce qui est clôturé est déjà là, dans une certaine forme. Je vais vous lire le début du discours de Foucault, du discours inaugural de Foucault au Collège de France, une page, pour positionner ensuite ce que j'aurai à vous raconter. Parce qu'il s'agira bien d'une histoire que j'ai à vous raconter. Je commence, je deviens Foucault, vous devenez les auditeurs du Collège de France, même si aujourd'hui nous sommes dans une situation où nous ne savons pas où nous sommes. Voilà ce que dit Foucault, voilà comment il inaugure son premier cours au Collège de France. Dans le discours qu'aujourd'hui je dois tenir, et dans ceux qu'il me faudra tenir ici pendant des années peut-être, j'aurais voulu pouvoir me glisser subrepticement. Plutôt que de prendre la parole, j'aurais voulu être enveloppé par elle et porté bien au-delà de tout commencement possible. J'aurais aimé m'apercevoir qu'au moment de parler, une voix sans nom me précédait depuis longtemps. Il m'aurait suffi alors d'enchaîner, de poursuivre la phrase, de me loger sans qu'on y prenne bien garde dans ses interstices, comme si elle m'avait fait signe en se tenant un instant en suspens. De commencement, il n'y en aurait donc pas. Et au lieu d'être celui dont vient le discours, je serais plutôt au hasard de son déroulement, une mince lacune, le point de sa disparition possible. J'aurais aimé qu'il y ait derrière moi, ayant pris depuis bien longtemps la parole, doublant à l'avance tout ce que je vais dire, une voix qui me parlerait ainsi. Il faut continuer, je ne peux pas continuer, il faut continuer, il faut dire des mots tant qu'il y en a, il faut les dire jusqu'à ce qu'ils me trouvent, jusqu'à ce qu'ils me disent « étrange peine, étrange faute, il faut continuer ». C'est peut-être déjà fait, ils m'ont peut-être déjà dit, ils m'ont peut-être porté jusqu'au seuil de mon histoire, devant la porte qui s'ouvre sur mon histoire, ça m'étonnerait si elle s'ouvre. Il y a chez beaucoup, je pense, un pareil désir de n'avoir pas à commencer, un pareil désir de se retrouver d'entrée de jeu de l'autre côté du discours, sans avoir eu à considérer de l'extérieur ce qu'il pouvait avoir de singulier, de redoutable, de maléfique peut-être. À ce vœu si commun, l'institution répond sur le mode ironique, puisqu'elle rend les commencements solennels, puisqu'elle les entoure d'un cercle d'attention et de silence, et qu'elle leur impose, comme pour les signaler de plus loin, des formes ritualisées. Voilà ce que dit Foucault pour introduire son cours au Collège de France. Il me semble que c'est important. Ce que vous allez entendre là n'est pas la voix de Kader Mokadem, c'est une voix anonyme, située, qui ne sait comment commencer sur cette question, la question des représentations des espaces mondes urbains, qui ne sait que vous dire précisément sur le discours qu'il va vous tenir, mais pour situer le propos que nous allons tenir, peut-être quelques éléments. Peut-être probablement se poser la question de ce qui ouvre tout récit et de ce qui ouvre tout récit à son surgissement. Comment donc arriver à poser une forme d'introduction et pour cela reprendre au commencement qui n'a pas encore eu lieu? Ou comme l'ouverture de la dernière bande de Samuel Beckett, dire « un soir, d'ici quelque temps », puis reformuler aussitôt par rapport à notre temps « ce soir, tôt, à 17h, de là, juste maintenant ».
Dire simplement que la parole s'institue d'un commencement qui doit signifier le cadre d'écoute, les conditions d'apparition de ce qui va se dresser. Que la parole, pour faire récit, doit dire sa différence du reste des autres paroles. On le sait. Oui, on le sait. Cela se manifeste par exemple par des formes particulières dans l'évolution des formes de récit. Il faut que la parole qui se fait récit embraye d'une certaine manière avec les autres paroles qui se tiennent. Il faut que le récit puisse se distinguer de toutes les autres paroles pour ne pas devenir un simple bavardage de plus, une simple histoire de plus dans le cours des autres histoires. On le sait, et l'histoire nous l'apprend, les récits grecs s'ouvrent par une forme de mise sous tutelle de la parole. Nous aurons à y revenir pour parler de la question de la subjectivité et de l'autorialité. Plus exactement, les récits grecs s'inaugurent de ce qu'ils existent déjà et que le récit qui en sera fait a déjà été fait et qu'il n'en est que la reprise. Dis-moi, ô muse, l'homme aux 1000 tours qui tant erra lorsqu'il eut renversé les murs de la sainte Ilion. C'est le début de l'Odyssée traduit par Yves Bonnefoy. La muse connaît déjà l'histoire et Homère ne fera que répéter inlassablement ce que la muse lui dit, ce que la muse lui a déjà dit, ce qu'elle a elle-même déjà dit. Homère, dans ce début, n'invente rien d'autre que la possibilité que le récit se manifeste, à la fois comme récit, et pour cela, et au-delà, il faut qu'il nous dise qu'il le commence, ce récit déjà raconté. L'invocation à la muse est là pour ouvrir le champ de notre attention, pour éveiller notre vigilance et faire que nous distinguions dans ce qui nous sera raconté la différence des autres paroles, récits qui peuvent s'écouter, se lire. Entre l'ouverture de Beckett, un soir, tard, d'ici quelque temps, et l'ouverture de l'Odyssée, il y a la même exigence d'urgence de récit. Il y a la même exigence d'urgence, non pas de, mais du récit. Celle que manifestera autrement Georges Bataille dans l'avant-propos de Le bleu du ciel. Un peu plus, un peu moins, tout homme est suspendu au récit, au roman qui lui révèle la vérité multiple de la vie. Seuls ces récits, lus parfois dans les transes, le situent devant le destin. Nous devons donc chercher passionnément ce que peuvent être des récits. Comment orienter l'effort par lesquels le roman se renouvelle ou mieux se perpétue. Ce que je viens de vous lire, c'est l'avant-propos du Bleu du ciel par Georges Bataille, écrit 10 ans après la rédaction en 1935 et sa publication en 1936 de ce bref récit qui s'intitule « Le bleu du ciel ». Cette suspension au récit et à leur pluralité, nous allons nous y consacrer. Les propos de Bataille ne sont pas là pour nous guider ni nous orienter. Ils expriment une nécessité vitale de s'attacher à des récits, de s'attacher des récits. La question de la vérité ne nous intéressera pas véritablement, mais plutôt c'est cette dynamique d'approche à l'égard du récit qui nous importera le plus. Être suspendu ou attaché au récit, avoir cette attention particulière à la forme narrative que Bataille condense dans le nom de roman. Les récits qui nous intéressent seront ceux contemporains, actuels, portant sur l'urbain. Commençons, ou plus exactement, reprenons. Un homme s'éveille chaque matin avec le même rêve et la même image dans la tête, celle d'un paysage particulier. Une plage de sable fin avec un ciel bleu qui le hante. Elle fait contrepoint avec le paysage de la ville que l'on voit depuis la fenêtre, paysage d'une ville sale et dégradée dans laquelle il vit. Ainsi débute Dark City, le film d'Alex Proyas, sorti en 1998. Il fut tourné à Los Angeles et Sydney. Plus tard, dans d'autres séances, je pense que nous aurons à y revenir. Il est marqué, inscrit dans une longue généalogie, dans une longue tradition de films, depuis celui de Fritz Lang, le Métropolis, très bien connu de la plupart d'entre nous, réalisé en 1927. Il fait donc partie de ces films qui s'inscrivent dans la reprise, dans une certaine forme de généalogie de la perception des formes urbaines. Sur cette généalogie, et il faut préférer ce mot au terme d'histoire des formes, nous aurons à revenir. Les formes ne se transmettent pas.
Elles ne se transmettent pas simplement dans un temps linéaire, elles s'engendrent, s'interpénètrent, s'accouplent et se découplent pour en générer d'autres. La généalogie des formes, à la différence de l'histoire des formes, de l'histoire de l'art par exemple, engage une dynamique qui ne suit pas compte de la logique chronologique, mais renvoie à autre chose. Cette autre chose, ce sur quoi elle renvoie, c'est ce dont nous aurons à nous interroger. Donc nous aurons à revenir sur cette notion de généalogie, revenir là-dessus, reprendre, savoir d'où ça vient. Est-ce véritablement le but de la généalogie? Je ne pense pas. Mais pourquoi revenir sur cette idée de généalogie à propos du cinéma? Justement pour marquer comment le cinéma constitue étrangement notre rapport à l'urbain. Le cinéma ne nous raconte pas simplement des histoires, il nous montre des mondes urbains avec une certaine spécificité. Je suis désolé, le masque m'empêche de parler un peu correctement. Et il glisse sans arrêt. Donc le cinéma. Métropolis, depuis 1927, pose un imaginaire de la ville qui ne cessera d'être repris, ressaisi, retravaillé, modifié. Cette généalogie établit par exemple des filiations entre Métropolis, Blade Runner de Ridley Scott en 1982, Brasil de Terry Gilliam en 1985. Et pourtant, chacun de ces films ne nous parle pas de la même ville. Pour revenir à Dark City, dans le cadre de Dark City, la filiation se fait par la réutilisation de certains décors dans d'autres films. Les décors de Dark City sont réutilisés dans Matrix en 1989, dans Requiem for a Dream en 2000 et dans d'autres films. Cette réutilisation, nous le verrons plus tard, ne se fait pas simplement pour des raisons d'économie budgétaire. Elle construit également l'appréhension que nous avons de l'espace urbain. Elles produisent des formes spécifiques de représentation, des schémas inconscients de perception de la structuration de l'urbain, des prédispositions sensibles à concevoir la ville sous telle ou telle forme. Ces formes généalogiques déploient également des stratégies politiques de la ville. On verra ainsi dans Dark City se construire une compréhension de la ville comme monde qui va nous permettre de repenser la question politique de l'urbain. Là aussi se jouent d'autres questions de généalogie. Elles sont plus sourdes, plus recouvertes, et il faudra entamer un travail de dégagement, et la généalogie devra reconduire cette fois-ci à une archéologie des formes. Donc entamer un travail de dégagement de ces autres généalogies qui nous parlent du rapport au pouvoir politique et de sa réalisation matérielle dans les formes esthétiques urbaines. Car la ville de Dark City est à la fois une ville, au sens classique du terme, mais aussi un État. Ce n'est pas une cité-État au sens où les historiens de l'Antiquité ont travaillé cette notion. La ville est là, c'est un appareil de capture des flux économiques, des flux humains, individuels et collectifs, mais également, et c'est ce qui nous intéressera, un appareil de capture des sensations. Dark City est la figuration d'une méga-machine au sens de Lewis Mumford. Alors, qui est Lewis Mumford, ce penseur un peu oublié, américain? Lewis Mumford, c'est un penseur multiple. Il s'est intéressé à la fois à l'histoire des techniques, à l'histoire des sciences et à l'urbanisme. Il a accentué sa réflexion sur la construction des formes abstraites d'existence de l'humanité. Par forme abstraite, il faut comprendre le ou les mécanismes opératoires. L'homme s'inscrit dans le monde en développant des formes d'outillage technique de plus en plus complexes qui modèlent son mode d'être et d'exister, son mode d'être au monde, la manière dont il constitue dans le monde naturel son propre monde. Il établit ainsi une division des périodes de la technique, en éotechnique, correspondant aux formes simples et rudimentaires de la technique, paléotechnique, répondant aux formes techniques de la révolution industrielle, et néotechnique, dans lequel nous serions libérés des rapports de contraintes que la technique nous impose. Pour Mumford, la machinerie, devrait-on plutôt dire, ne se déploie pas simplement dans l'outillage, l'usage, la fonction. Elle s'insinue dans nos formes d'organisation sociale.
Je pourrais ici ouvrir une parenthèse, et je l'ouvre, je m'autorise à l'ouvrir, en vous invitant à penser le rôle de la technologie numérique actuellement dans la constitution de nos rapports à l'autre. Ce n'est pas simplement l'état dit d'urgence sanitaire qui est en question, mais bien la manière dont le rapport à l'altérité est modulé, normé, façonné par le numérique. Manière d'écouter, manière de parler, manière d'enseigner, manière de communiquer, manière donc de percevoir le monde à travers des formes de médiation qui ne sont plus simplement physiologiques, de corps à corps, mais appareillées. Ah, j'ai mis un mauvais ordre dans mes feuilles. En ce sens, le masque lui-même que nous portons, le gel lui-même, deviennent des formes machiniques techniques constitutives d'un rapport au monde. Je ferme la parenthèse. Lewis Mumford écrivit un texte, Le mythe de la machine, qui fut publié en 1967 aux États-Unis et qui ne fut simplement édité que quelques dizaines d'années après en France, dans les années 70, en 73-74 pour être précis. Dans ce texte, il pose les jalons de ce concept de méga-machine en étudiant les formes d'organisation inventées pour répondre à des exigences sociales particulières. C'est par exemple la structuration de la société égyptienne en machines particulières qui permet la construction des pyramides. Les machines sociales, ce qu'il appelle les méga-machines, se déploient certes à partir d'une perspective du monde au sein de la technique et de la technologie existantes, mais elles ne sont pas nécessairement associées à un progrès des formes concrètes des machines comme outils. La véritable machine instituée, et c'est là le nœud de la thèse de Mumford, est celle de l'organisation sociale qu'il qualifie à un moment de machine invisible, celle qui structure les relations entre les individus, les groupes d'individus, les formes de circulation du pouvoir, quelle qu'en soit la nature. Pour construire les pyramides, il faut bien plus qu'une organisation sociale technisée, il faut qu'elle se mette en place, qu'elle appareille, qu'elle structure, qu'elle configure le monde. Cette méga-machine sociale est donc également une méta-machine. C'est ce que les dernières scènes du film Dark City signalent. L'image du rêve, l'image de ce paysage de plage, de sable fin avec un ciel bleu et un soleil écrasant, cette image du rêve du personnage principal a une réalité. C'est à un moment du film une affiche. J'aurais préféré à titre personnel que ce fût une carte postale, mais vous comprendrez cela plus tard dans les séances suivantes. C'est donc une affiche, et derrière cette affiche, si l'on ouvre une brèche dans le mur qui la soutient, apparaissent les rouages mécaniques qui font tenir la ville. Ce n'est pas une ville construite, c'est une machine, c'est un engrenage, c'est une mécanique, c'est une ville-planète, une ville-île suspendue dans l'espace, mais une ville qui n'est faite que de rouages et d'engrenages. Dans cette perspective de la ville comme machine, comme engrenage, la ville est une ville-prison qui capte les rêves des habitants. C'est une méga-machine au sens de Mumford, un appareillage de capture des sensations, des perceptions, des mémoires, des affects, des percepts, des modes d'être et des relations entre les individus. Peu nous importe d'ailleurs les raisons qui, dans ce récit, motivent l'existence de cette ville-machine ou de cet appareil de capture gigantesque, de cette méga-machine. Elles ne sont d'ailleurs pas explicites dans le film, et rien ne vient expliquer la nature de cette méga-machine. En somme, et c'est ce qui nous intéresse par rapport à ce film, la ville apparaît comme un appareil de capture. Lewis Mumford en fera partiellement l'analyse dans l'ouvrage « La cité à travers l'histoire » qu'il écrivit en 1961. Elle correspondrait, cette ville comme appareil de capture, selon lui, à une forme de méga-machine spécifique qui doit, dans l'avenir, se relier aux formes naturelles d'existence, c'est-à-dire retrouver ses origines. La ville, ses origines, c'est celle-ci. La ville fut instituée pour capter. Capter quoi ? Des matières premières, des flux d'énergie, des flux de population. Dans un second temps, pour Mumford,
La méga-machine doit devenir, entre guillemets, pour employer un mot qu'il n'emploie jamais, ou elle doit avoir plutôt, une tension écologique, c'est-à-dire trouver son équilibre avec le monde naturel. Méga, méta, méga-machine, méta-machine, la ville l'est donc. Appareil de capture, la ville l'est donc. J'ouvre une autre parenthèse, cela ne veut pas dire que la campagne, c'est mieux que la ville, et que c'est un appareil de libération. La campagne, c'est un autre appareillage, et nous aurons à y revenir pour bien comprendre ce qu'est un appareil de capture. Et je vous le dis tout de go, celui qui a le mieux étudié l'appareil de capture de la campagne, et dont l'analyse nous semble encore pertinente et que nous utiliserons dans une autre séance, c'est Honoré de Balzac dans ses romans, Le médecin de campagne et les paysans. Cette parenthèse, je la ferme, j'en ouvre une autre dans la foulée. Je dis ça parce qu'il est quand même intéressant dans cette tension ou dans cette situation que nous vivons que se trouvent réactivées certaines dualités ou certaines relations entre la campagne et la ville. On a vu au premier confinement des mouvements de population se jouer depuis la ville vers la campagne, alors que les analyses économiques, que les analyses géographiques, depuis le XIXe siècle, avaient tendance à nous dire que le mouvement était plutôt l'inverse, de la campagne vers la ville. De là à dire que la campagne est le réservoir d'une certaine protection et d'une certaine réserve ou d'une certaine atténuation des crises, c'est à voir. Et peut-être à réfléchir aussi sur la nature de la ville. Des récits autres que Dark City nous indiquent aussi cela. Et nous aurons aussi à y revenir. Alfred Döblin, en 1929, écrit Berlin-Alexanderplatz, qui est aussi bien le roman que l'adaptation qu'en fit Rainer Werner Fassbinder nous intéresseront. En 1947, Hans Fallada, Seul dans Berlin. En 1936, Louis-Ferdinand Céline dans Mort à crédit. Je ne cite que ces ouvrages puisqu'il y en aura d'autres dans nos séances, dont Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, par exemple. Moment un peu surprenant. Mais si je cite ces ouvrages, qui sont essentiellement des ouvrages des années 30-40, ce n'est pas sans une certaine arrière-pensée à l'égard du temps présent. Mais peut-être faut-il préciser autre chose avant de poursuivre, avant de continuer, en vous demandant d'excuser les traverses discursives que je prends. Mais ces traverses, elles font partie intégrante de notre horizon. Nous, plus exactement moi, accepte avec Michel Écuyème de Montaigne et Walter Benjamin le rôle de la digression. Nous l'acceptons et l'assumons comme principe de la construction critique. Nous avons besoin d'aller ailleurs pour aller à notre but. Nous falanons et bagnaudons, pour reprendre l'expression de Montaigne, pour ne pas nous divertir de notre horizon. Il faut s'en distraire, et ce que je vous annonce là, ce sera peut-être l'occasion de comprendre comment, dans une autre séance, pour échapper à certains appareils de capture, le XXe siècle inventa des pratiques particulières. L'errance urbaine, le nomadisme renouvelé, le situationnisme urbain, la ZAD et d'autres formes. Mais la traversière que je voulais tracer, plutôt que celle-ci, concerne la notion de méga et méga-machine et méga-structure. La traversière va rejoindre cette notion de récit. Aujourd'hui, et je dis bien aujourd'hui, ce samedi 30 janvier, si nous sommes bien le 30 janvier, il est intéressant de revenir sur la notion de grand récit. Certains, et ce certains s'adresse à quelques penseurs de notre temps, certains, lisant très mal Jean-François Lyotard, nous ont fait croire que la postmodernité se caractérisait uniquement par la fin des grands récits classiques et modernes au profit de petits récits, de micro-récits. Ils en ont d'ailleurs profité pour légitimer intellectuellement leur petit moi. Ce que visait Jean-François Lyotard n'est pas l'acceptation des petits moi. Lorsqu'il parle de la fin des grands récits, c'est pour nous dire simplement qu'ils continuent à exister, mais en concurrence à d'autres, alors que pendant longtemps, les grands récits s'imposaient seuls par la force de l'institution,
de l'État, des académies, des écoles, des universités. Les grands récits n'ont pas disparu. La preuve en est toute simple. Les gouvernements actuels essaient de nous soutenir un, le nôtre, en nous parlant de « nous sommes en guerre ». D'autres grands récits se structurent aujourd'hui. Il y en a un qui essaie de structurer les points de vue dans lesquels cette intervention s'insère. L'Anthropocène n'est qu'un grand récit. L'Anthropocène se construit lui-même comme un grand récit, structurant les autres récits. La force des grands récits, grosso modo, c'est de relever, tout comme les méga-machines de Lewis Mumford, d'une stratégie d'approche non formulable. Tout récit ne dit que cela d'abord, qu'il fut grand ou petit. Ce que j'essaie de vous raconter, dire, décrire, n'est que l'avant-propos de l'histoire que je vais vous raconter. Je reviens ici encore à Georges Bataille, que je vous citais au départ. Tout récit est une adresse. Il parle de destination et de nécessité. Bataille dit plutôt que tout récit situe l'homme devant le destin. En somme, devant ce qui désavoue l'homme. Ce sera la lecture qu'en fera Maurice Blanchot. Mais aussi ce qui constitue l'homme comme constituant de sa subjectivité. Et il faut penser ici à Michel Foucault. La méga-machine de Lewis Mumford est un grand récit englobant l'ensemble de petits récits qui peuvent se tenir sur la ville. La méga-machine, ou la méta-machine, pourrait-on dire, est un système de représentation idéologique qui permet de comprendre l'appareillage de capture humain de, par, dans la ville. Enfin, nous y arrivons, me direz-vous, à cette question de la ville. Pas encore. Il nous faut encore faire un détour, une digression. Dans les mêmes années que le texte de Mumford, Louis Althusser développe en France une analyse sur l'idéologie dont la synthèse réside dans son article « Idéologie et appareil idéologique de l'État », publié en 1979 dans une revue, puis édité par les éditions des presses universitaires de France. Ce changement de statut d'article à livre est essentiellement important pour comprendre comment une micro-analyse, cette fois-ci, devient une méga-analyse. On aura à y revenir, parce que ça rejoint nos questions de micro et de méga-récits et de logique idéologique de système de représentation. Ce texte, sur lequel nous reviendrons dans la prochaine séance, nous servira à comprendre l'invisibilité de l'appareil de capture. L'analyse que porte Althusser à partir du marxisme nous permettra également de penser ce qui se joue dans la même période, les années 70, autour des systèmes de représentation et de réévaluer, voire comprendre le récit interrompu d'une lecture matérialiste des formes de représentation. Nous serons là dans une construction de filiation, ce que j'appelais tout à l'heure la généalogie, pour comprendre les systèmes de représentation de l'urbain comme appareil de capture. Là, pour notre moment introductif, Althusser ne doit nous servir que de trait d'union, de moments de silence dans notre récit, pour pouvoir le reprendre sans avoir encore à embrayer par une analyse logique des concepts. Note diacritique ou note paratextuelle, silence. Donc je devrais me taire, j'ai du mal à le faire, donc je continue. À la vôtre. Penser un philosophe ou un penseur comme un trait d'union doit nous permettre de penser l'apparition dans notre récit sur les systèmes de représentation de l'urbain, de la figure du mode de production asiatique et du despotisme oriental. Cette expression, mode de production asiatique et despotisme oriental, l'expression va faire peur, je le sais. Elle s'intègre encore une fois dans la logique de la pensée marxiste, celle de Marx et Engels, pour comprendre l'apparition de certaines formes de l'État et de certaines formes d'urbanisation au travers de certains modes de production et d'appropriation des espaces de production. La propriété privée, l'accumulation, le stockage, etc. Mais nous reviendrons là-dessus. C'est d'abord
pour Marx, lorsqu'il a étudié le despotisme oriental, une manière aussi de penser les formes primaires de la colonisation et de la colonisation impérialiste telle qu'elle se développe au XIXe siècle. Comprendre comment l'Angleterre peut occuper le territoire de l'Inde et d'une certaine manière, même si le mot n'est pas employé par Marx, l'urbaniser pour qu'elle puisse correspondre à ces modes de production capitalistes. L'urbaniser, ça ne veut pas dire simplement la développer, produire de la civilisation. J'ouvre une parenthèse, on sait très bien qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ce déplacement s'est fait entre colonisation et civilisation dans certains discours politiques, je ferme la parenthèse, mais quand Marx étudie les formes du despotisme oriental et les formes d'accumulation des modes de production impérialistes, il retrouve un phénomène qui pour lui est historique, à la base même de l'histoire pour lui, puisqu'elle va enclencher le déroulé de l'histoire capitaliste. Donc il trouve les origines du récit, pourrait-on dire, les origines de son récit marxiste, dans le despotisme oriental. C'est d'abord une appropriation agricole des terrains, en somme un mode de gestion des territoires sur lesquels les États ensuite pourront se constituer, d'abord se former, ensuite se constituer, puis se distinguer les uns des autres. Donc on est bien dans une forme de construction de récit du « il était une fois », mais il était une fois quoi? Le mode d'appropriation asiatique ou le despotisme oriental, dont voici les grands traits. Une indifférence au mode de propriété, ni propriété privée, ni propriété collective. La propriété dans ces formes de despotisme oriental n'existe pas, mais pas plus la propriété collective, ni même la propriété de l'État. Alors comment appeler ce type de propriété indistincte, indifférenciée, qui pourtant autorise une forme d'appropriation, alors que le mot appropriation pour nous renvoie à du propre et à de la propriété? Ce sera une question qu'on aura à voir. Et c'est une question importante sur nos espaces urbains aujourd'hui, de savoir à qui appartiennent, le mot est peut-être pas bon et nous aurons à l'interroger, à qui appartiennent les espaces urbains. Donc, changement de régime de propriété. Le changement de régime de propriété sera pour Marx, dans cette étape-là, ou dans ce moment-là du régime despotique, ce qui va entraîner justement la constitution de l'histoire et le développement historique. Pour qu'il y ait histoire économique, il faut qu'il y ait à un moment donné que cette indifférence au mode de propriété change de registre et qu'il y ait une attribution. Donc, premier point du despotisme oriental, indifférence au mode de propriété. Deuxième point, qui n'est pas anodin, parce que dans l'histoire économique de l'Occident et dans l'histoire économique de l'urbain, dont il sera aussi question dans nos séances, le deuxième point, c'est le faible développement des échanges économiques, donc du commerce, pourrait-on dire, sinon lorsqu'il y a excédent. Mais le sinon lorsqu'il y a excédent veut dire que l'économie n'est pas une économie simplement de subsistance ou de survivance. On produit ce dont on a besoin. On ne produit que ce que l'on peut produire. Et s'il y a excédent, il y aura commerce. Ce n'est pas la même chose que de se dire on va juste produire ce dont on a besoin que de produire ce que l'on peut produire. Là, chez Marx, se joue quelque chose entre la technique des modes de production et puis, justement, l'économie des modes de production. Donc, pour qu'on puisse ouvrir aussi le second moment de l'histoire, selon Marx, ou la dynamique de l'histoire, il faudra qu'on change le type de production et le type d'échange, et il faudra assumer l'excédentaire. Alors, c'est d'autant plus intéressant pour les dynamiques urbaines que l'on dit que la ville, certains historiens, et on aura à y revenir, disent que la ville naît justement de l'apparition du stock. Et s'il y a stock, c'est qu'il y a deux logiques. Soit une logique de réserve pour pouvoir subvenir à ses besoins, soit une logique excédentaire qui va permettre le commerce. Et là, Marx nous dit, il y a des modes de disposition, le mode de production asiatique qualifié de despotisme oriental, qui développent ou qui ouvrent à un autre horizon économique, qui n'est ni celui de la subsistance, de la survie, c'est-à-dire je produis ce dont j'ai besoin, ni celui de l'excédentaire. À mettre au premier point, peut-être en rapport avec l'indifférence au mode de propriété.
Bon. Troisième caractéristique du despotisme oriental selon Marx et Engels, le mode d'exploitation. La force de travail du travailleur ou du paysan est utilisée ponctuellement sans détermination d'un type de contrat. Ni contrat de servage, ni contrat d'esclavage, ni contrat de financiarisation de la production. Il y a dans le travail une forme de gratuité ou de don, même si cette gratuité ou ce don sont imposés. Quatrième point, qui met en place la nature du dispositif du despotisme oriental, c'est l'apparition d'une structure de contrôle organisant les points précédents. Ce que l'on appelle l'origine de l'État, pourrait-on dire, ou ce que dans les textes, aussi bien chez Marx et Engels que chez les historiens ensuite qui viendront, ce que l'on appelle l'Urstaat. Donc l'État originaire ou le pré-État, si on est chronologique, on dirait pré-État, les formes premières de l'État, ou l'État dans sa caricature telle qu'elle apparaît. Mais ce n'est pas exactement ça qui est en cause chez Marx, ni chez Karl Wittevogel, dont nous allons parler bientôt. Ce qui est en cause, c'est que se met en place la nécessité d'avoir une structure ou une machine, pour reprendre l'expression de Mumford, qui va gérer des flux économiques, qui va gérer des flux humains, qui correspondent à ces trois points qu'on vient de voir, l'indifférence au mode de propriété, la faiblesse de développement des échanges, un type de mode d'exploitation. Et se configure, donc grosso modo, ce que ensuite serait repris, si on se place dans une perspective historique, par la création de l'État ou par l'institution de l'État. Donc on va là, avec notre figure d'Althusser et de l'appareil idéologique de représentation, et la lecture de Marx, qu'il en fait, on voit apparaître des choses assez intéressantes. Là où le despotisme oriental, même si je n'en fais qu'esquisser les grands traits sur lesquels on reviendra à plusieurs reprises, là où l'expression despotisme oriental avec ses modes de production nous intéressera, ou nous intéresserons, c'est sur sa capacité à figurer justement une représentation de l'espace et à configurer l'émergence de ce qu'on va appeler ensuite ville. Il faut rendre justice donc à Karl August Wittevogel, historien de la Chine, d'avoir pensé cette figure. Son ouvrage, Le despotisme oriental, est sous-titré « Une étude comparative du pouvoir total ». Il est publié en 1957 et traduit seulement en France dans les années 70 avec une préface de Pierre Vidal-Naquet. Wittevogel demandera que dans les rééditions suivantes soit supprimée la préface de Vidal-Naquet, on peut la trouver sur Internet, parce que, entre-temps, d'une part, il a changé sa perspective. De marxiste, il est devenu conservateur au sens américain du terme, et il récuse l'analyse marxiste de son texte par Pierre Vidal-Naquet, la jugeant trop réductrice. Wittevogel postule que la construction des États passe par un moment sans incarnation du pouvoir. C'est un peu ce que le schéma que Marx, dans le despotisme, dans sa figure du mode de production asiatique, nous donne. L'État, dans sa forme originaire, n'a pas besoin de figure personnifiée parce que c'est une organisation, une machine ou une méga-machine, donc au sens de Mumford. Certes, le despotisme ne s'incarne pas, mais il se configure par des caractéristiques dont il nous faudra montrer qu'elles jouent toujours un rôle actuellement. Les figures du pouvoir, les configurations du pouvoir, ont besoin de s'instituer dans des récits. Et selon Wittevogel, dans son analyse, le despotisme oriental tel qu'il le décrit s'articule à la constitution des grands récits, soi-disant grands récits qui ont disparu, qui s'articulent avec la fondation dure d'un certain nombre de grandes villes dans la Mésopotamie et d'une manière de constituer une espèce d'hérédité qui donnerait légitimité à la naissance de l'État. Donc cette forme-là de récit constitutif d'une légitimité, on en trouve toute une tradition.
Et il faudra revenir sur cette tradition avec ce travail généalogique dont je parlais tout à l'heure, pour comprendre les mécanismes qui font qu'à un moment donné, la ville comme appareil de capture se construit une légitimité. Alors ce sont souvent des récits de fiction. Tout à l'heure, en ouvrant, je vous ai cité l'Odyssée d'Homère qui renvoie à la Muse. L'Odyssée d'Homère, c'est le pendant d'un autre texte, nous le savons, l'Iliade. Et dans l'Iliade, nous savons qu'un des personnages, pour ceux qui se souviennent de l'Iliade, un des personnages qui s'appelle Énée s'enfuit en portant son père sur son dos. Énée sera celui qui inaugurera Rome. Mais Énée et son fils Iule seront ceux aussi qui irrigueront le bassin méditerranéen d'un ensemble de villes. Ce sont certes des personnages littéraires, pourrait-on dire, en parlant de vocabulaire d'aujourd'hui, des personnages mythologiques, mais qui vont construire la légitimité de la construction des méga-machines urbaines qui vont se mettre en œuvre. Il est intéressant de constater que toute ville se construit, ou toute grande ville, en tout cas, se construit sur un récit de fiction qui vient légitimer son origine, et ce récit de fiction de la ville, en général, accompagne la naissance de l'État et accompagne le récit de fiction un autre récit de fiction qui va se produire à son égard, qui va légitimer la naissance d'une nation. En France, c'est la Franciade. Au Portugal, c'est la Lusitaniade, etc. On peut trouver des grands corpus poétiques qui sont construits pas simplement dans l'Antiquité, ça durera jusqu'au XVIe siècle, pour construire une légitimité par la fiction de l'existence d'un État, d'une capitale, d'une structuration urbaine, de l'espace national ou de l'espace territorial. Ce rapport politique à la fiction, il faudra s'y intéresser. C'est la première généalogie. Ensuite, il y a des généalogies plus abstraites. Plus perverse, pourrait-on dire. Alors, si je dis perverse, on va tout de suite penser à un jugement de valeur, mais perverse au sens où elles produisent des digressions, plutôt. Comme je parlais de la légitimité à faire digression, dans la perversion, c'est ça qui est intéressant, c'est la légitimité ou la manière qu'on a de prendre des chemins de traverse. Alors, ces autres fictions, ces autres perversions, pourrait-on dire, elles apparaissent, par exemple, je vais prendre que celle-ci, on en ciblera certaines autres, au XVIIe siècle. Pour construire l'unité territoriale, pour légitimer l'État, pour construire les représentations urbaines liées à l'État, il faut construire un discours de fiction. Le discours de fiction, on le connaît bien, il est encore actuel, mais on a oublié un peu d'où il vient. C'est celui qui nous dit que nous sommes liés par un contrat social. J'ai jamais, à titre personnel, en faisant l'idiot et en faisant un peu le démago, je n'ai jamais signé aucun contrat social. Et aucun d'entre nous, Français, Américains ou autres, n'a signé un contrat social. Pourtant, l'histoire de la pensée, l'histoire de la philosophie, à un moment, pour pouvoir penser le politique, pour pouvoir penser ce qui fait politique, est obligée d'inventer cette fiction du contrat social. Alors, le grand nom de ça, c'est Rousseau, mais derrière Rousseau et avant Rousseau, il y a toute une tradition qui serait intéressante d'étudier de la constitution du contrat social. Parce qu'il y a d'abord deux contrats, un contrat d'association, le fait qu'on décide de vivre en commun, qui pourrait se situer, pourrait-on dire, dans le moment du despotisme oriental, dans ce moment imaginaire de l'Urstadt, avant que l'État ne soit État, ou dans ce temps imaginaire où se structurent les rapports humains dans des modes de production. Il y a donc un contrat d'association où l'on accepterait de vivre ensemble et où se fonderait, entre guillemets, l'en commun, pour employer des termes contemporains chez certains philosophes, l'être avec, ou le faire avec plutôt d'abord, le faire avec, pour pouvoir passer ensuite à un autre contrat qui va constituer l'État, qui serait le contrat social. Excusez-moi. Donc, c'est une fiction, c'est un récit qui s'est construit au sein de la philosophie. Et il serait intéressant de voir la nature de cette fiction, puisque notre question dans les appareils de capture que sont les espaces urbains, c'est d'interroger ces récits et ces fictions qui construisent la ville.
enfin la ville, plutôt les espaces urbains. La ville, on verra, c'est autre chose. Donc voilà, il y a un certain nombre de fictions qui sont créées. L'Énéide en est un modèle pour la Rome antique. Je vous disais l'Henriade pour le 15e, 16e siècle en France, les Lusitaniades, etc. Autre modèle de fiction, le contrat d'association et le contrat social entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, qui fonde encore actuellement notre politique, même si en même temps on a oublié son caractère, pourrait-on dire, fictionnel. On reviendra sur ce terme. Et puis il y a un troisième type de fiction qui nous intéressera plus en détail à un autre moment, c'est la fiction de la résistance de la ville à l'État. Alors c'est un moment qui est particulier. Il y a des textes, on appelle les chartes communales. C'est qu'au XIIe, XIIIe siècle, les villes sont des espaces qui résistent à l'organisation urbaine ou à l'organisation étatique ou à l'organisation féodale et qui créent leur propre espace, qui créent leur propre élaboration, leur propre champ du politique, leur propre organisation. Et ça va devenir, et ça l'est encore aujourd'hui, pensez à toutes nos politiques. Alors, je sais bien que normalement, je devrais vous parler plus des systèmes de représentation, mais c'est bien d'un système de représentation dont il est question. Là aussi, c'est que ça va avoir une prégnance aujourd'hui sur notre manière de concevoir l'organisation spatiale des espaces urbains. Et il suffit de penser, je vous les cite, mais on aura à revenir dessus, même si les noms ne vous sont pas connus, la loi MATPAM sur les métropoles et la loi Le Nôtre, etc. Ce ne sont pas simplement des textes juridiques de régulation des rapports entre l'État et les collectivités, comme on dit. D'ailleurs, on parle en termes d'abstraction qui est assez étonnant. On dit les collectivités. C'est plutôt quelque chose qui produit une distribution du pouvoir sur des espaces et qui est construite en fonction d'une légitimité. Et cette légitimité, c'est celle qui se déroule entre le XIIe et le XIVe siècle avec les chartes urbaines. Et ces chartes urbaines, pour avoir une légitimité, elles se fondent elles aussi sur des récits urbains qui montrent que les corporations d'artisans, ce qu'on appellera les bourgeois plus tard, ou les bourgeois, c'est-à-dire les habitants des bourgs, ont une légitimité à demander leur autonomie par rapport à l'État. Donc une autre forme, ou une autre traversière, ou un autre tracé qu'on pourrait avoir à l'égard de l'histoire du développement des formes urbaines et de leur système de représentation qu'il faudra étudier. Ce qui nous amènera donc à étudier très concrètement des textes précis sur des situations précises pour comprendre les mécanismes de fiction ou de fictionnalisation, de mise en récit de la liberté des citoyens de la ville à l'égard de l'État. Alors, j'en profite pour ouvrir une autre parenthèse, c'est la troisième grande parenthèse que j'ouvre. Cette question du rapport de l'État à la ville, elle est d'autant plus prégnante parce qu'elle prend naissance, mais ça on le verra aussi en détail, elle prend naissance dans la question du despotisme oriental, dans les modes de production asiatiques tels qu'ils sont décrits et partiellement par Mumford, plus précisément par Wittevogel, entre la question des développements et des différentes formes de régimes de pouvoir que peut prendre l'État. Nous, on est dans une tradition qui s'est construite petit à petit et qui s'est affirmée entre le XVIIe et le XVIIIe, le rôle de la Révolution française est important, où l'État est la forme instituée du pouvoir. Il y a eu dans l'histoire d'autres formes d'expression du pouvoir politique et du pouvoir de l'organisation des territoires, donc des formes urbaines entre autres, mais des formes rurales aussi. Un exemple, et c'est celui qui est étudié par exemple à partir de Karl Wittevogel par Deleuze et Guattari dans 1000 plateaux sur l'appareil de capture, dans le plateau qui s'appelle appareil de capture, les ligues hanséatiques. Donc les ligues hanséatiques, c'est l'ensemble des villes qui correspondent aux États baltes, qui sont situées entre la mer du Nord, enfin vers la mer du Nord, et qui ont développé un réseau qui n'est pas celui de l'État, mais qui n'est pas celui non plus des villes métropoles, qui est un réseau particulier qui consiste à établir l'agencement politique par l'élaboration de connexions. Donc plutôt que le contrat, là, c'est la connexion.
Et peut-être qu'on aura à s'interroger sur des formes. Bon, je ferme la parenthèse. Ce qui m'intéresse, revenons sur le point précédent qui nous intéressait, c'est que le despotisme oriental n'a pas de figure instituée. Il configure des choses, il prend des caractéristiques, mais il n'a pas de figure, il n'a pas de personnification. Despotisme oriental ne veut pas dire qu'il y a un despote. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Donc il n'y a pas de figure du pouvoir. Le despotisme oriental ne s'incarne pas dans un corps ou dans une figure, mais il se configure dans des caractéristiques dont il nous faudra montrer qu'elles jouent toujours un rôle actuellement dans notre relation au pouvoir urbain, au pouvoir étatique et au pouvoir métropolitain. Grosso modo, ce que Karl Wittevogel, lui, invente plus précisément, même si on a déjà employé ce mot, c'est l'Urstadt, c'est-à-dire cette modélisation opératoire de l'État qui fonctionne quel que soit l'État. Et ce mot « modéliser » nous intéresse. Il va nous intéresser d'autant plus qu'il va falloir le décliner de différentes manières. Je ne vais pas revenir immédiatement sur ce qui fait image dans l'idée de modélisation, mais plutôt sur ce qui, à un moment, fonctionne comme une fiction d'État ou comme une fiction de l'État. Sans cesse dans l'histoire de la philosophie et des représentations du politique, donc dans l'histoire des représentations esthétiques du mode du politique, il y a besoin d'inventer des fictions et donc de construire des récits pour construire l'état présent du monde, pour établir et comprendre l'état présent du monde. Ce que je vous ai cité, le contrat social, les grands récits de type Énéide ou Iliade, sont des formes de fiction pensées, modélisées, qui modélisent un certain type, plutôt des fictions qui modélisent un certain type de représentation de l'État. Donc sans cesse, dans l'histoire de la philosophie et des représentations du politique, il y a besoin d'inventer des fictions et donc de construire des récits pour comprendre, pour constituer son objet. La fiction, le récit, ont longtemps servi à, et j'emploie ce terme sur lequel il faudra revenir aussi, à hypothéquer le présent par le passé. C'est paradoxal, on le verra, puisque normalement une hypothèque nous engage dans l'avenir. Je voudrais aussi, je vous le dis encore comme une digression, engager avec vous une réflexion sur ces termes autour d'hypothèses, d'hypothèques, de modèles, qui engagent depuis quelques dizaines d'années notre manière de concevoir les savoirs, la science et les arts. Donc, construire avec vous ce récit, cette trame de récit qui nous permettra de comprendre comment la ville est à la fois un appareil de capture, mais aussi un système de représentation, appareil de capture des sensations et également un appareil de capture des sensations. Alors à quoi ça renvoie tout ça? Je vous ai cité beaucoup de noms, beaucoup de figures intellectuelles. En les citant, je vous ai positionné d'entrée de jeu l'horizon dans lequel il est. Il y a une perspective esthétique des systèmes de représentation qui fonctionnent d'une certaine manière. Quand je dis appareil de capture, il faudra s'entendre sur le mot appareil de capture. Vous verrez que vous constatez que depuis le début, je tourne autour de ce mot ou j'énonce ce mot sans l'avoir défini. Peut-être parce qu'il ne fallait pas le définir pour comprendre, pour justement montrer ce qui se joue autour de lui. La ville est un appareil de capture. La ville construit un système d'appareillage de capture. Alors, entre appareil et appareillage, il faudra faire les distinctions. Appareillages de capture qui sont essentiellement, pour ce qui nous intéresse, nous, de l'ordre des sensations et des formes du sensible. Donc, la ville ou l'espace urbain ou le monde ville construit un appareillage de capture de certaines sensations. Et c'est intéressant à étudier parce que ça nous amène à penser les sensations comme quelque chose, non pas qui sont simplement de l'ordre du vécu, du subjectif, mais comme quelque chose qui construit une collectivité et une communauté, et que l'enjeu est là.
il suffit de penser, chacun d'entre nous doit penser à sa manière généalogique qu'il a de se situer par rapport à d'autres villes. Ah, moi je suis lyonnais, bon, on est à Lyon ici. Penser les rapports Lyon-Saint-Étienne, ce n'est pas uniquement des rapports de géographie, ce n'est pas uniquement des rapports de politique, c'est aussi des rapports de perception et d'appréhension de système du monde. Oui, je sais bien, je suis en train de réduire quelque chose qui est de l'ordre de la confrontation entre les passementiers et les soyers, entre deux équipes de foot, à quelque chose de beaucoup plus complexe, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose de beaucoup plus complexe que simplement une confrontation économique entre les deux villes ou une confrontation footballistique entre les deux villes. Il y a une manière de s'instituer et d'être capturé par une ville. Alors, ça ne veut pas dire que je personnifie la ville, mais il y a cette chose étonnante que les villes sont des conglomérats, sont des machines productives de sensations, sont des machines productives de désirs, et qu'il n'y a pour le moment que la littérature, et on fera la littérature et les arts, donc le cinéma, la photographie, la peinture, le théâtre, pour nous rendre compte de cette capacité à être dans la ville, saisi par la chose. Regardez comment, je finirai sur cet exemple, je crois, regardez comment les formes villes, à un moment donné, sont associées à des genres ou à des pratiques littéraires ou à des pratiques artistiques particulières. Au XIXe siècle, la ville, c'est le lieu du grand épanouissement. Vous regardez toute la littérature du XIXe siècle, qu'est-ce que nous dit Balzac ? Je sors de ma province, je vais à Paris, puisque Paris était la seule ville, pourrait-on dire, digne de ce nom, soi-disant au XIXe siècle. Je sors de ma province et je vais dans ma ville, c'est les illusions perdues, splendeur et misère des courtisanes, le père Goriot, et mon destin va s'accomplir en tant que roman dans la ville. Bon, je fais des raccourcis. XXe siècle, la ville est l'espace inquiétant du cinéma policier ou du roman policier, avec tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière. La ville comme prison, la ville comme espace où l'on peut se cacher, etc. Aujourd'hui, au XXIe siècle, depuis la fin du XXe siècle au XXIe siècle, la ville, c'est l'espace de la fiction, ou plus exactement de la science-fiction. Donc la ville prospective, technologique, hyper-technologique, etc. Et ces figures rhétoriques, pourrait-on dire, ou ces connexions de genre entre des formes de ville, etc., sont la manière dont sont capturées nos sensations. Le cinéma d'aujourd'hui ne fait que nous parler de la ville que comme quelque chose qui ne cesse de nous contrôler, de nous surveiller. Au XIXe siècle, pour Balzac, c'était l'espace de libération sociale, comment un roturier devient quelqu'un qui prend du pouvoir, ou libération du malfaiteur, comment on peut c'est Eugène Sue, Les mystères de Paris, comment on peut se cacher dans la ville. Il y a des formes et des genres qui correspondent à des moments de l'histoire où la ville se pense. Alors là, on est en train, soi-disant, d'être dans une bascule. Je ne vais pas vous tenir le discours du monde d'après parce qu'il ne m'intéresse pas. Le seul discours qui m'intéresse, c'est le discours du temps présent. C'est le seul qui puisse permettre de penser l'avenir et pas de sauter immédiatement, de faire à pieds joints sur un après. Quelle est la figure de la ville aujourd'hui? Quel est l'appareillage de capture? Quel est le type de récit qui capture notre attention et nos manières d'être dans la ville? C'est ce sur quoi nous allons travailler pendant nos séances. Il me reste 1 minute. Peut-être est-il temps de me présenter. J'étais cette voix qui, à un moment donné, s'est cachée derrière Foucault. J'étais cette voix, à un moment donné, qui s'est cachée derrière Homère et qui s'est cachée derrière Georges Bataille. Pour finir, je voudrais me cacher encore une fois, parce que je pense que la question du cachement, pourrait-on dire, est une question essentielle par rapport à nos pratiques urbaines et etc. Je voudrais me cacher une dernière fois à l'égard d'un penseur qui est James C. Scott, qui lui aussi a pensé les formes originaires de l'État et les formes originaires de l'urbain, ou des formes urbaines, des conglomérats urbains, et qui disait à propos de sa pratique,
qu'il était important de ne pas l'inscrire dans une discipline. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de nous poser la question des formes de représentation, mais pas de nous installer dans une discipline qui serait l'esthétique, l'histoire de l'art ou d'autres formes. Je vous remercie de votre attention. 5, 4, 3, 2, 1, apéro.